Ensuite, on a-tu eu un bon Dynamite? Très bon pour le Dynamite. 25 Excellent. septembre? Excellent Dynamite. C'est un Dynamite Grand Slam. C'était à Archer Hatch Stadium, là où se passe le grand chelem des États-Unis. Aux États-Unis, bien évidemment. Fait que oui, c'était très, 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 très bon. J'ai une bonne semaine de lutte, moi, du côté de la All Elite. Un bon Dynamite, un beau Collision. Un Collision, on va y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Présentement, on se concentre sur le Dynamite du 25 septembre 2024. Et il y a eu un de mes matchs dans mon top 10, je crois, de matchs cette année. C'est le genre de match que j'aime, que j'adore. C'était Nigel McGuinness contre Bryan Danielson. Mais Nigel est rentré. En partant, on part avec ça. Nigel rentre. Super bel accueil. Une belle entrée. Il y a un charisme incroyable. Il est en forme. Ça paraît qu'il s'entraîne. Ça paraît qu'il voulait revenir sur le ring pour se battre contre son ami. Je mets des guillemets parce qu'ils sont pas supposés d'être amis. La grosse rivalité que jamais pu terminer avec la grosse blessure rivalité. de Nigel. Et là, on entend la toune Nigel arrive sur le ring et tout ça. Et on entend la chanson de Danielson qui part. Parce que là, on nous a vendu, il allait-tu être là, il allait-tu pas être là, c'est un peu la construction de ce match. C'est ça! On ne sait pas encore! Et sa chanson part, mais tu sais, la chanson, là, la deuxième. Dragon, là. Ouais, exactement, là, où il y avait un peu une nouvelle version de celle qu'il y avait à la WWE. Ouais. Ça part. La chanson arrête, Nigel demande un décompte. Que l'arbitre est comme, OK, 1, puis 2, et 3, bon, on se rend à 5, à 6, et là, c'est la toune Final Countdown qui part, et c'est Bryan Danielson qui sort. Les frissons! Oh! Les frissons! C'était. En même temps, tu croyais-tu vraiment? Non, ben non. Je savais exactement où ça s'en allait, mais c'est ça qu'on voulait voir, c'est ça qu'on voulait. Ouais. Des fois c'est comme une joke, hein. C'est comme du stand-up, la lutte. On sait où ça s'en va, mais c'est exactement ça qu'on veut voir, puis à ce moment-là, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Final Countdown, c'était excellent, comme le match était excellent. C'est pour moi exactement le genre de lutte que j'aime. C'est stiff, c'est violent, il y a une belle histoire autour du match, il y a une belle histoire à l'intérieur du match, le finish fait du sens, on garde même la porte ouverte pour aller plus loin, pour avoir une suite. Fait que tout est vraiment, vraiment bien cadré, bien fait par deux professionnels, même s'il y en a un que ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas lutté, donc 15 ans contre Bryan Danielson. Fait que j'adore ça. Je vais revenir sur tous les points que j'ai notés. Donc, le côté stiff, les deux gars sont reconnus pour être stiff. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, Nigel McGuinness était une légende, et une légende encore de ce qui s'est fait dans Ring of Honor. Il n'a jamais été plus haut que ça, dû à des blessures, un peu le classique, là, blessures au cou, des problèmes à la tête et tout ça. Donc, a dû prendre une retraite un peu prématurée, un peu précoce, malheureusement, mais était destiné pour quelque chose, une bonne carrière, une grande carrière, et de l'école anglaise, la lutte anglaise stiff. Fait qu'il est extrêmement... Sa corde à linge en mouvement, ça pas de calice de bon sens, comment ça rentre au poste, surtout contre un Danielson qui, ce genre de mouvement-là, est capable de les vendre comme s'il venait de se faire rentrer dedans par un fucking truck. J'adore ça. On frappe fort, les coups rentrent fort, pis c'est exactement ce qu'on attendait, c'est exactement ce qu'on a eu. J'adorais ça. Violent. Le côté violent, on peut penser que stiff et violent, c'est la même chose, mais non. Si vous allez voir le main event de Darby contre Moxley, je n'en parlerai pas beaucoup, mais ça, c'était violent, tandis que Nigel et Bryan, c'était juste violent. Violent, stiff, c'est vraiment pas clair, je le sais, mais ça fait du sens dans ma tête. Il y a violent, et il y a juste violent. Il faudrait un diagramme de Gantt là, pour comprendre la violence dans la tête de Pierre, comment ça marche. Oui, exactement. Puis même mon diagramme, pas certain qu'il serait si clair que ça, parce que c'est pas tout clair. C'est mes voix dans ma tête, comme Randy Orton, qui font comme t'es violent ou t'es violent. Bon, ça, mes voix dans ma tête sont pas super bright, là, mais c'est quand même ça. Juste qu'il y a une différence entre être violent stiff, être violent pour donner un show et être violent pour saigner. C'est là la différence. C'est être violent dans la lutte et être violent dans la violence. Je pense qu'elle est là, la différence. Et eux nous donnent quelque chose de violent à l'intérieur de la lutte et j'adore ça. L'histoire qui a été faite autour maintenant du match, pas l'histoire dans le match comme tel, mais l'histoire autour du match, oui. L'historique qu'il y a des deux lutteurs dans le ring est importante. Tout ce qu'ils ont vécu, je pense qu'ils sont battus 5 fois avant ça à la Ring of Honor. Ça a toujours été des classiques qui vont rester gravés dans les annales de la Ring of Honor. Ça, c'est certain. Mais il y a aussi tout ce qui se passe depuis un an et demi, depuis que Nigel est aux commentaires
et commentateur pour décrire avec Collision et de temps en temps aussi dans des pay-per-view avec Tony Schiavone. Il envoie chier tout le temps Daniel Bryan. Bryan Danielson, il est tout le temps en train de le narguer, il est tout le temps en train... Fait que ça fait 1 an et demi qu'on l'entend chialer sur Bryan. Fait qu'il y a cette couche-là aussi où on nous a toujours rappelé leur historique. On a toujours rappelé que ces deux personnes, deux lutteurs qui ne s'entendaient pas bien, où on a l'underdog ultime et on a celui qui est Nigel McGuinness, qui était supposé d'avoir la carrière immense comme un William Regal a eu, par exemple. Fait qu'il y a ça qui nous a été rappelé toujours. Fait qu'on arrive à l'intérieur du match, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est extrêmement organique. De un, les deux lutteurs se connaissent extrêmement bien, mais les deux lutteurs aussi sont dans les meilleurs à faire ça. Même si Nigel McGuinness, ça fait 13 ans qu'il lutte plus, et ça fait 15 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans le ring avec Danielson, j'ai l'impression qu'un naturel comme lui, ça peut pas se perdre. C'est comme faire du basic. Tu peux pas perdre ça. Ça se perd pas. Ces réflexes sont là, le timing est là. Je ressens pas que le monsieur a pas lutté, ça fait 13 ans. C'était très très bien fait, mais je pense qu'ils ont été capables aussi de monter un match pas trop compliqué pour être capable de tourner autour peut-être de ce que je vais dire faiblesse entre gros guillemets de Nigel McGuinness, qui est peut-être le ring rust, qui est peut-être l'âge, qui est peut-être le manque de stamina à ce moment-là pour être capable de se rendre jusqu'au bout. On sait que Danielson est capable de faire 1 heure de match, il l'a fait 3 fois par année depuis le dernier 15 ans. Fine, est-ce que Nigel serait capable de le faire là? Peut-être, il est dans la meilleure shape que jamais été de sa vie, mais reste qu'on ne veut pas avoir à le prouver live à la télé pendant pas un pay-per-view, mais une émission de télé d'envergure de tel et celui-là de Dynamite de cette semaine, de Grand Slam. C'est ce que je voulais dire. À l'intérieur du match, l'histoire aussi est super intéressante parce que dès le début, Danielson va se blesser au bras droit. Le bras droit que Okada lui avait cassé il y a de cela 1 an. Donc, on nous raconte que, oui, il y a une plaque de métal dans le bras, mais l'os autour de la plaque de métal, ou l'os qui est accroché à la plaque de métal, est quand même sensible. Et Nigel est au courant de ça. Il sait ça, il va aller capitaliser là-dessus. Et il ne faut pas oublier que Danielson, depuis 6 mois, va gagner ses matchs par soumission avec le Label Lock. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour le Label Lock? Il y a besoin de ses 2 bras, d'être capable de venir barrer ses mains pour être capable d'appliquer ça de la meilleure façon possible. Donc, en blessant ou en réduisant la capacité du bras droit de Danielson, celle qui a été cassée par Okada, on se rappelle, il y a 1 an, n'est pas capable d'appliquer le Label Lock comme il se doit, comme il faut. Donc, ça nous apporte un finish qui est intéressant parce qu'on finit par être capable d'appliquer le Label Lock du côté de Danielson. Et on s'entend, il a essayé de l'appliquer, si c'est pas une dizaine, une quinzaine de fois pendant le match. Ça a toujours été contré d'une façon ou d'une autre par Nigel McGuinness. Donc, ça a été super bien raconté tout le long du match. Et la façon que Danielson réussit à s'en sortir, c'est de prendre sa main par son poignet et être capable d'appliquer le Label Lock et d'être capable de gagner de cette façon-là. Maintenant, ce qui va être raconté la semaine prochaine, j'ose croire, parce que McGuinness n'était pas au commentaire cette semaine à Collision. J'imagine qu'il était avec un bloc de glace sous la tête pour être capable de se remettre de ce match-là. De ce qu'on nous a dit ou de ce qu'on a cru comprendre, c'est Nigel a crié un gros thank you Daniel ou de thank you Bryan avant de taper. Un thank you, c'est-tu un fuck you? Et d'après moi, lui, il va dire que c'est un fuck you, mais je pense que c'est un thank you qu'il a dit avant de taper out. Fait que je pense que c'était le match que Nigel avait en dedans de lui, qui voulait sortir de son système pour être capable de prendre une retraite sans avoir le sentiment de manquer quelque chose pour lui. Fait que si vous allez voir ce match-là, l'histoire tourne vraiment autour du bras, ça tourne autour du Label Lock, ça tourne autour du qui est le plus violent envers l'autre, qui est capable de... Parce que il y a eu des coups de genoux qui ont été donnés, il y a eu des coups de corde à linge en mouvement qui ont été donnés, mais c'était toujours fait de façon intelligente au bon moment, et le travail de la main gauche de Bryan parce qu'il ne pouvait pas utiliser son droit aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon match stiff, intéressant à voir pour toute l'histoire, pour la montée et pour le finish et pour l'histoire qui est donnée en arrière de ça. Vraiment, je pense pas que ça va gagner match de l'année, mais ça va être là dans un top 10, top 15, peu importe. Peut-être top 5, tout dépendamment de qui vous êtes et de comment vous analysez votre lutte. Je recommande à 100% ce match-là juste pour l'histoire, le lore que ça a dans le monde de la lutte. Je le recommande à 100%.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Max? Est-ce que tu l'as vu, ce beau chef-d'œuvre? Un bon match. Écoute, je pense que c'est plus dans ton style, un tantinet plus technique que High Flying, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est Nigel McGuinness qui soit encore capable de sortir un aussi bon match. Tabarnak, c'était bon. C'est ça qui était ultra impressionnant de tout ce match-là. Brian, c'est pas mon préféré des derniers mois. Je suis d'accord, il est fatigué, Brian. Là. Ouais, mais il s'en sort quand même bien. Mais le storytelling était quand même très bon. Fait que je l'ai aimé. Je pense pas que moi je vais le mettre dans mes matchs de l'année, mais je comprends où tu es. Puis c'est vrai que c'était très très bien raconté. Moi par contre, dans l'intérieur de toute cette carte-là de Dynamite, il y a un match que j'ai beaucoup plus préféré. Oui. Et je pense que c'est le prochain, c'était le Ospreay de la semaine. Ospreay de la semaine? Eh oui. Contre les Young Bucks. Oui, Young Bucks Ospreay et Carl Fletcher. Exactement. Je vous invite à aller voir ce match-là, juste pour tout ce qui est, surtout la fin, toute la séquence de la fin à partir des Styles Clash synchronisés comme... C'est un miroir, là. C'était tellement beau, tellement bien fait. Tout le début, c'est bien rythmé, mais c'est surtout l'histoire de un tag team versus deux très bons lutteurs. Fait que c'est un peu cette histoire-là qu'on nous raconte à faire comme, OK, ben, nous, on a un tag team, on va faire des moves en équipe, on va être capable de capitaliser là-dessus, tandis que vous êtes des amis qui sont des très bons lutteurs. Donc, comment on va être capable de tourner autour de ça pour être capable d'avoir le dessus? Et finalement, c'est exactement ce qui s'est arrivé à la fin, c'est que l'équipe qui travaille en équipe a réussi à avoir le dessus sur... Bon, il y a eu une couple de petites focaillages autour d'un tournevis, on y reviendra. Ouais. En fait, le Styles Clash qui est arrivé, c'est que les Young Bucks veulent connecter un EVP. Non, même avant ça, même. Le rythme commence à se faire. En fait, le rythme commence à monter. C'est les Young Bucks qui veulent connecter un EVP trigger sur Ospreay. Mais il fait le rêve de Max. Hein, parce qu'il est très, très, très bien capable de le faire. Ouais. Et enchaîne un hard-cutter double sur les frères Jackson. C'est tellement beau, c'était bien fait. Ouais. Super fluide, un petit K-pop. On recule dans les câbles, on revient en hard-cutter. Et à partir de là, c'est comme si on a mis un pétard à mèche dans le cul des 4 lutteurs. Puis ça a décollé comme ça, pas de crise de bon sens. Will Ospreay a intercepté Nicholas qui voulait aller faire un TK Driver parce que Matthew avait Fletcher en genre de tombstone pour être capable de faire un de leurs 1000 finishers. Et Will a juste attrapé Nicholas dans les airs, sur ses épaules, comme s'il allait faire un powerbomb, mais non, il a comme spiné, il l'a mis en Styles Clash. Fletcher de son pendant que ce temps-là, t'as Fletcher qui revire de bord le TK Driver avec Matthew. Avec Matthew, écoute, puis la synchronicité de tout ça, c'était tellement beau parce que les deux au même moment arrivent en position, genre Style Clash, puis partent en même temps. Le Style Clash, c'était genre. Mais le rebond de la même hauteur, le même, tu sais, comme ils ont le même physique, la même dégaine, c'était beau. C'est un des trucs les plus impressionnants au niveau synchronicité que j'ai vu d'une équipe. Là. Puis on s'entend, il faut que les 4 soient bons, là, pas juste l'équipe qui l'exécute, mais que les 4 lutteurs soient à ce point-là capables d'être sur le même rythme en même temps. Clac, on atterrit sur le Style Clash, le double Style Clash. C'était vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment beau. Et je pense que Fletcher, c'est lui qui est mon MVP. Oui, Will Ospreay, toujours excellent. Fletcher m'a quand même impressionné. C'est lui qui drivait un peu le tout ça parce que c'est lui qui a mangé le pin à la fin, évidemment. Là, on s'attendait que ce soit ça, bien évidemment. Là, je ne donne pas un spoiler. Là. Mais Fletcher a fait des belles affaires là-dedans, dont enchaîner des half-and-half Dragon Snap Suplex. Ça sonne extrêmement geeky quand je nomme le move, mais c'est exactement ce que c'est un half-and-half Dragon Snap Suplex. C'est tellement beau, ça a l'air dévastateur. C'est vraiment, vraiment beau. Ensuite, Fletcher fait un Turnbuckle Brainbuster sur Matt. Ce que El Generico faisait dans les Indies. Donc, je sais pas si c'est un hommage ou je sais pas si c'est le genre de move. Première fois que je vois Fletcher faire ce move-là. Puis il rentrait en plus, il rentrait au poste. Tabarnak, que ça rentrait au poste. C'était vraiment, vraiment beau. Un move que Sami Zayn a fait quelques fois NXT et 2-3 fois à Kevin Owens, entre autres, là, à WrestleMania, il y a de ça, je pense, 3 ou 4 ans. Fait que c'est un move qui ressort très, très rarement, mais c'est quand ça connecte crissement bien. En live, vu qu'on le voit pas souvent, ça, c'est ça la force, parce qu'il y a des mouvements maintenant à la lutte, comme le switch in music ou le saut à travers les cordes,
qui revient beaucoup plus souvent qu'à une autre époque. Ouais. Mais le Turnbuckle Brainbuster, on dirait qu'on le voit plus venir parce Mhm. qu'on le voit pas si souvent que ça. À chaque fois qu'il arrive, C'est on dirait que c'est une surprenant. erreur. On dirait Ouais. que c'est comme. Oui. Ils l'ont-tu manqué? Qu'est-ce qui vient de se passer? Non, Puis c'est ça ça. rentre. Puis Mhm. quand tu le mets dans une bonne séquence de match, t'es comme super Surtout là, surpris. Puis quand tu comprends que, ah non, c'était voulu, y a-tu un pin sur ça? On Puis dirait c'est que ça, ça rentre dans, fort. dans l'ordre des choses de ce match-là, ça fonctionne parce que Fletcher qui enchaîne des Dragon, des half and half Dragon Snap suplex, j'adore dire ce move-là. Ensuite, je pense que Will Ospreay a fait un Hidden Blade, finalement, l'autre a venu faire un kick-out, puis là, ben, après ça, il monte sur la troisième. Le tient en chandelle, mais il reste là quand même un 3, 4, 5 secondes là, qui tient, je pense que c'est Matthew qui tient comme ça. Et bang, la caméra reste sur eux autres et bang, il fait le Brainbuster Turnbuckle. C'était très très beau. C'est comme si on a pris un moment dans le temps où on a figé ça. Puis on fait comme. Tout le monde retient sa respiration, mais qu'est-ce qu'il va faire? Puis bang, ça s'est passé. Au moment où tout le monde est à bout de souffle parce que ça n'a pas de crise de bon sens. Et on continue, on en remet parce que Fletcher continue avec un dive au travers des cordes sur j'imagine, et Matthew qui est roulé par après, par là-bas, qui va trigger un peu Don Callis, qui va faire comme OK, c'est là que ça se passe. Il enlève son casque d'écouteur, va voir Fletcher qui est en avant de la table des annonceurs et lui donne le fameux tournevis. Le tournevis qui est rentré, qui a percé beaucoup de peau dans la All Elite, qui a été au milieu d'histoire entre Kenny Omega et Don Callis. Un tournevis qui a autant d'expérience que certaines Il a vu tables de neiger et commentateurs. saigner. Il a vu neiger, il a tout vu ce tournevis-là. Donc, Don Callis en profite pour donner à Kyle. Don qui vient distraire l'arbitre, Kyle qui monte sur le ring et qui réfléchit pas vraiment beaucoup. Non, mais lui, il exécute, là. Tu sais, c'est exactement. son manager. Il est Voilà, comme. il fait Mon confiance. gérant, il me dit que c'est ça qu'on Moi, fait. j'y Let's vais. go, c'est ça qu'on fait. J'y vais. Et c'est Will Ospreay qui va l'arrêter et qui va aller, j'ai trouvé ça niaiseux, qui va donner le tournevis à l'arbitre. L'arbitre fait comme ah, ben il y a une arme ici, je vais pas arrêter le match, je continue à vous battre. Ouais. Comme si rien n'était. J'ai comme pas compris, il aurait juste le lancer ou leur donner à Don. Peu importe, mais le donner à l'arbitre, j'ai trouvé ça weird. Malheureusement, en donnant le tournevis à l'arbitre qui se tourne de bord pour le mettre dans ses poches parce que c'est ça que l'arbitre fait. Will se fait complètement knocker. En fait, non, il veut, et pour se faire knocker par une ceinture, où je me souviens plus de ce segment-là, je sais juste que ça finit que Kyle se fait frapper par la ceinture. Il s'en va proche d'un corde, il me semble, puis il se fait frapper par la ceinture. Mais c'est ça, c'est que la ceinture change de main à celui qui est à l'extérieur. Kyle va aller chercher cette ceinture-là où le lutteur, qui est un des deux frères, mange la ceinture dans la face, tombe sur le dos et il y a un EVP trigger qui est fait. Et en fait, c'est un super kick suivi d'un EVP trigger sur Kyle Fletcher et les Bucks gagnent ce superbe match. Vraiment, vraiment bon match par équipe. Ouais. On s'attendait à ça. C'est ça, une fin un peu de tricherie. Un peu. Tournevis pour Belt, moi je suis d'accord avec ça. Mais, ouais, c'est correct. Je pense que l'histoire est un petit peu. Faut trouver une manière de faire garder les Young Bucks champions puis pas trop enlever l'aura des deux autres. J'aime l'histoire. J'ai hâte de voir ça s'en va vers où. Est-ce qu'il y aura peut-être une confrontation entre Kyle et Will dans les prochaines semaines qui va amener un match pour la ceinture justement de Will? Parce que là, il a comme un peu coûté la chance de gagner une ceinture. Parce que c'est un peu ça son argument quand il enlève le tournevis. On prend qui est on est capable de les battre sans ça. C'est ça qu'il dit. Genre, il était là. Puis il était exactement à ce moment-là. Puis tant qu'à moi, il y en a eu des near fall puis des kick-outs de finisher aussi. Fait que t'es comme. Il y a eu un kick-out à un moment donné qu'ils ont fait leur finisher. Ils sont ensemble, ils le pognent puis ils font genre faire des pipi, ils spin, Puis personne n'avait kick-out encore de ça. Puis là, il y a eu un kick-out d'un des Young Bucks. C'est ça le kick-out qu'on dirait que je suis comme. Je sais pas. Ouais. Il était comme dans une séquence où il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. J'aurais peut-être fait une brisure quelconque différente qu'un kick-out. Qu'un kick-out là-dessus, je suis d'accord. Mais somme toute, très bon match. Allez voir ça. Surtout pour le dernier. Le dernier tiers, là, ça revole partout. Puis ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis le style clash, double style clash en synchro. Allez voir ça absolument. C'était quelque chose de rare qu'on voit pas souvent. Sinon, un peu plus loin, encore une bonne promo de Mark Briscoe et la conglomération, j'adore ça. Rocky Romero qui est officiellement un membre du stable.
Fait que, on lui souhaite Ouais. bienvenue. Il est dans pas le sur le Super Bowl. gilet, on lui donne un gilet, mais il était pas sur le Il est gilet. pas sur le jouet, c'est ça. C'était bizarre, ça, un peu. J'essaie de reconnaître qui était qui. J'ai comme, c'est pas là, ça n'a pas rapport. Mais, anyway, il est là. Et il va même venir aider là, samedi à Collision. Il va venir aider la conglomération. Je pense pas qu'on va en parler. Fait que je sais pas pourquoi je nomme là. C'est juste que Mark Briscoe, je l'ai dans mon cœur. Il a encore fait une super belle promo. C'est Kyle O'Reilly qui lui comme, c'était quoi le mot du jour? Puis là, Mark est comme, oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Faut un mot du jour. Puis il est comme, c'est ça le mot du jour. Il est vraiment il est excellent. Prince Nana et MVP, parce que oui, Ouais, MVP j'aimais ça. fait son apparition, fait son arrivée. Il est All Elite. En fait, c'est Prince Nana qui rentre et vient vanter, vient parler de son Il va poulain. nous donner des nouvelles de Swerve qu'on n'a pas vu Exactement, hein, exactement. depuis le match très violent qu'il y a eu. Il nous dit que mentalement, il est prêt à revenir sur le ring, mais que physiquement, il n'est pas encore complètement prêt pour son grand retour sur le ring. Mais il nous dit que c'est le meilleur, qu'il est bon, blablabla. Bla. Et entre MVP, pas de musique, rentre à sec comme ça, vient interrompre Prince Nana. Un beau pop quand même, un beau petit pop. Là, je pense que Bobby Lashley va avoir le pop ultime quand il va arriver. Ben, tabarouette. Moi, pour vrai, à ce moment-là, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que je savais pas ça s'enlève vers où. Puis j'ai apprécié le choix qu'ils ont choisi de prendre. Ah oui. J'ai vraiment apprécié parce que là, t'as MVP qui commence un peu à mettre des doutes. Tu sais, à dire que, hey, Swerve, tu sais, t'as perdu, mais t'aurais peut-être pas perdu si t'avais été avec moi comme gérant. D'après moi, la faiblesse, c'est ton gérant. Et si ça te tente de gagner, ben, tu sais qui appeler, donne la petite carte MVP. Puis là, il demande à Nana de donner la carte, encore plus insultant. Et là, j'ai bien aimé tout ça parce qu'il termine en disant que s'il veut faire du business, et là on se souvient du Hurt Business. Qui peut le contacter. Fait que, bref, l'idée de mettre la bisbille à l'intérieur de Nana et Swerve, je trouve que c'est un bon angle. Ouais. Et une rivalité entre deux gérants, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, puis j'aime ça. J'adore ça. J'ai vraiment tout aimé ça. MVP qui est toujours très bon au micro puis qui comprend exactement ce personnage, cette aura-là. Et ils n'ont pas eu la chance avec le Hurt Business de nous montrer exactement ce que ce stable-là est capable de faire. Puis j'espère qu'on va être capable de nous le montrer. Alors, l'Elite, on finit ça maintenant, ce beau Dynamite-là avec Moxley et Darby. J'irai pas de fond en comble, j'irai pas dans long et en large. C'est exactement ce que vous pensez que ça va être. Je suggère, mais on va pas s'éterniser là-dessus. C'était très bon, c'était très violent. Darby qui mange une crise de volée. Fait que allez voir ça. C'est un beau Dynamite de A à Z. Allez voir ça, ça vaut la peine. Fait que, beaucoup de tricherie. Moi, c'est la petite le côté surprenant. Parce qu'on dirait que le Moxley l'avait quand même dans son cœur, Darby. Ouais. Il respectait, mais à l'intérieur du match, hey boy, on a triché abondamment pour prendre l'avantage du côté de Moxley et l'entièreté de son stable. La madame également a intervenu à quelques reprises. Fait que c'est peut-être le côté booking que je trouvais que ça c'était pas logique dans ce qu'on nous présentait depuis quelques semaines. Mais... C'est pour ça que on ne va pas s'éterniser. Vous voulez voir de la violence violente, vous allez voir ça. Vous voulez voir un booking un peu moins sensé que ce qui était en ouverture de Dynamite. Vous allez voir ça. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est un beau gala en général pour tout le monde. Fait que je suggère. Les petits face-à-face pour terminer entre justement Brian et Mox qu'on aura. À Wrestle Dream, est-ce que ce sera le dernier match de Monsieur Danielson? À voir. Peut-être. C'est quand même légitime comme dernier opposant. À voir John Moxley. Ça se termine. C'est bon Dynamite, là, effectivement. J'ai trouvé vraiment excellent. Mais dans mon cœur, ça va être les Young Bucks ainsi qu'Ospreay Fletcher. Mon match préféré. Et lui pourrait peut-être être dans mes matchs de l'année. Vraiment dans mes matchs de l'année gratuits de semaine. Et c'est un peu ça, moi, ma réflexion à travers tout ça. C'est tabarouette que la All Elite Wrestling fait des excellents comme Dynamite ou Collision. À mon avis, trop bons. Parce que ça... C'est dur de faire un bon pay-per-view. C'est dur, puis t'es comme... Pourquoi après, je continuerais d'aller voir un pay-per-view de... Tu sais, ils ont vraiment une faiblesse pour monter le hype. C'est comme un couteau à double tranchant. Ça fait des excellents épisodes, des excellents matchs comme ça, mais plus ou moins montés, qui sort un peu de nulle part. Puis ça fait que tabarouette, des fois, les arénas... C'était pas le cas cette semaine. L'aréna n'était pas vide, mais des semaines que tabarouette que c'est vide, l'aréna, puis c'est un peu triste, là. Parce qu'ils te sortent des maudites belles cartes, puis ça, c'est un match de pay-per-view qu'on avait. Puis, en tout cas, c'était excellent, mais c'est un peu monté. Il y a un petit peu de build-up, mais pas tant que ça. Fait que
À voir, Ouais. mais faut voir que Tony change sa recette parce que j'ai l'impression qu'elle marche pas présentement au niveau de la vente de billets.